Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ma vie en Personocratia. Alors, j'ai envie de dire plutôt une série d'émissions sur un sujet dont j'ai envie de parler depuis un certain temps, depuis longtemps. Et j'ai eu vraiment cette confirmation quand j'ai vu la vidéo de Guy avec Amélie Paul il y a quelques mois qui parlait de sexualité et de principes féminins. Je crois que c'est la vidéo qu'ils ont appelée numéro 11. Euh, et c'est vrai que ça a confirmé ce que je sentais en moi, que ce sujet de la sexualité, de la séduction des enfants, c'est un sujet évidemment qui est très important, qui est fondamental dans le développement, dans la transformation intérieure. Et j'ai mis pas mal de temps à réfléchir et puis trouver comment j'allais l'aborder. Et puis grâce à Guy qui m'a mis en contact avec Patrice. On a décidé ensemble de démarrer cette série de vidéos. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole justement à Patrice pour qu'il se présente et que vous le connaissiez un peu mieux. Puis après, on va démarrer l'émission en elle-même. Voilà, bonsoir Patrice, bonjour plutôt, je sais pas, Oui, au c'est Québec. bonjour. Alors, chez vous, c'est bonsoir. Alors, vas-y, parle-moi un petit peu de toi, puis me dire aussi pourquoi tu as accepté de faire ce projet avec moi. Eh bien, moi, je suis natif du Canada, Québec. Principalement, actuellement, je vis près de la frontière américaine, dans ce qu'on appelle les cantons de l'Est. Euh, Puis, pour faire la vidéo avec toi, c'est un sujet qui me taraude, pour ne pas dire qui me touche beaucoup depuis ma tendre jeunesse, c'est-à-dire la sexualité, principalement celle des hommes, parce que je me définis encore comme tel. Et puis, c'est des sujets qui sont encore tabous, tout ce qui concerne la sexualité humaine, le rapport de couple, le rapport entre les hommes et les femmes. Et j'ai écrit un livre à ce sujet il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années. Et ça me continue de me parler beaucoup de la sexualité, de voir où est-ce que je m'en vais avec ça, qu'est-ce que je fais, comment je vois vivre les hommes qui m'entourent, de près ou de loin, avec leur propre sexualité. Alors, en gros, je dirais que j'ai accepté et avec plaisir, confiance de faire ces vidéos parce que ça peut permettre de donner des pistes et de répondre à beaucoup de questionnements, notamment dans le couple où on sait qu'il y a beaucoup de jalousie, de possession et de savoir éventuellement qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de situation qui ne convient à personne, ni d'un côté ni de l'autre, notamment. Et ton livre s'appelle? Mon livre s'appelle Les hommes ne veulent pas d'enfants. Bon, au moins, Pour, ça lance le sujet. oui, principalement pour remettre au clair, les hommes ne veulent pas d'enfants. Par contre, j'explique en gros dans le livre que même si on ne veut pas d'enfants, ça ne nous empêche pas d'en faire. Et deuxièmement, lorsque les enfants sont sur place dans notre vie, ça nous empêche nullement de les apprécier et de ce qu'on appelle grossièrement aimer les enfants. C'est un terme d'amour qu'éventuellement on pourra toucher, voir qu'est-ce qu'on entend par le terme amour, mais pour le moment, je dirais que c'est un terme qui ne convient pas à ce qu'on vit en tant qu'être humain. Ok, je te laisse rajouter des choses sur ta présentation si tu veux après. Ce que tu dis, ça me fait penser à un petit complément que je voulais également ajouter. Quand Guy a fait cette vidéo il y a quelques mois et donc elle parlait de principes féminins, masculins, que justement qu'elle propose aux femmes d'arrêter de faire des enfants, etc. Alors moi j'ai eu pas mal de retours de personnes ou qui étaient choquées ou qui comprenaient pas ou qui trouvaient que ça c'était trop un petit peu trop, je sais pas comment dire, directif, c'est-à-dire tout ou rien, quoi. Alors bon, déjà après, les propos de Guy, c'est sa manière de parler et sa façon de voir les choses à elle. Et puis après, chacun le ressent, bien sûr, à sa manière. Ce que je voulais dire justement, c'est que ce qu'on va dire dans ces vidéos, peut-être aussi, ça peut toucher et choquer certains d'entre vous. Pour moi, en tout cas, c'est pas l'objectif. On n'est pas là pour choquer les personnes, mais effectivement, la manière d'aborder les choses, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours. En tout cas, moi, mon objectif, s'il y en a un, ce serait plutôt bah, de, de voir les choses en grand, hein, parce que dans mon chemin intérieur, j'ai décidé de me transformer, et donc forcément, je vais plus voir les choses comme j'étais avant. Je vais commencer à questionner les choses, je vais commencer à voir avec une autre conscience. Et ça ne veut pas dire, hein, comme le dit Guy, que c'est pas bien ou mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement qui est porté. C'est plutôt comment moi
je parle en tout cas pour les propres témoignages que je vais faire, comment j'ai évolué dans ma vision de la sexualité, des femmes, des enfants, de la séduction, tous ces sujets dont tu viens de parler, Patrice. Et puis après, ben, chacun de voir ce qu'il ressent pour lui, et comme tu disais, ça peut lui donner des clés. Hein, mais et plutôt, c'est donc plutôt que de juger ou de dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est plutôt de déculpabiliser sur le fait que ben, chacun a sa propre vision des choses. Et puis après, bien sûr, il y a une direction qui est plus de rester dans l'animalité, puis il y a une autre direction qui est plus de monter en conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement dans l'un ou dans l'autre. Hein. Sinon, ça se saurait. Je veux dire, moi, j'étais déjà complètement une jument ailée, transformée, je serais pas là, quoi. Donc, on a tous son chemin, puis tous encore aussi des besoins. Et l'important, c'est déjà de pouvoir les exprimer. Oui, ça me parle beaucoup, David. Ce qui me touche particulièrement, c'est pourquoi je suis en colère dans certains sujets, pourquoi ça génère en moi de l'inconfort. J'ai remarqué souvent que cette colère ou cet inconfort-là vis-à-vis d'un sujet donné, c'est souvent parce que je suis pas allé l'exploiter, je suis pas allé m'informer, je n'ai pas ouvert mon esprit à différents points de vue. Alors, c'est sûr que quand je suis habitué avec une certaine façon de voir, aborder un sujet différemment, ça peut choquer, ça peut mettre en colère. On sait que ce n'est pas notre but à nous, c'est tout simplement de partager ce qu'on l'on vit, comment on perçoit ce que l'on vit et d'en faire part à toutes celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent. C'est aussi pour ça que je suis très heureux de faire ces vidéos avec toi, parce que je sens quand même que tu as un certain recul sur le sujet. Bah, justement, je cherchais une personne qui puisse être ce miroir et apporter aussi bien sûr son expérience. Mais tu sais, même aujourd'hui chez les hommes de 50-60 ans, dès qu'on parle de ce genre de sujet, souvent il y a les moqueries qui arrivent, les rires qui arrivent, parce que comme tu disais, on n'est pas à l'aise. Et ben oui, c'est un sujet. En même temps, on peut rire de tout, bien sûr, c'est pas ça, mais c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça me fait encore, tu vois, parce c'est pas neutre, hein, c'est clair que c'est pas neutre. Oui, c'est pas neutre et je vais parler dans mon nom personnel avec quelques exemples de mon entourage. Évidemment, je ne pourrais pas généraliser sur les 4 milliards d'hommes sur la planète, évidemment. Je vais parler en gros de mon expérience et ça touche à beaucoup de gens, évidemment. Je ne peux pas aller plus loin, je ne pourrais jamais généraliser, tout simplement parce que je n'aurais pas connu l'entièreté des 4 milliards d'hommes. Mais grosso modo, on pourrait dire que on a un pattern, une façon de faire qui est pas mal similaire, peu importe le pays, peu importe la région. Ça, c'est sûr. Alors justement, bon voilà, c'est pour poser un petit peu l'introduction sur ces vidéos. Alors pourquoi aussi une série de vidéos? Bah, c'est parce qu'avec Patrice, on a discuté, puis on pense qu'il y a pas mal de sujets intéressants à traiter et qu'on peut pas non plus faire des vidéos qui vont faire 3 heures. Donc on va essayer de se rester sur un format que moi j'aime bien en général dans cette émission, autour d'une heure et quart. Oui. Et puis peut-être aujourd'hui, on va être plus sur déjà nos partages. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaitais personnellement, mon témoignage personnel, donner quelques éléments sur comment moi j'ai vécu ça, et peut-être aussi, bien sûr, Patrice, pour toi, ou ce dont tu as envie de parler. Et puis après, comme on avait dit, on fera peut-être des vidéos plus ciblées sur certains sujets. Alors, je sais pas, je dis comme ça au hasard, hein, mais ça peut être plus sur les enfants, plus sur la famille. Enfin, toi, bon, il y a tous les sujets qui tournent autour de la séduction, etc. Donc, il y a tous les sujets qui tournent autour de ça. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de matière. Quand on parle de couple, d'enfants, de relations, de séduction, de sexualité, il y en a pour quelques heures. Bon. Et puis on a même envisagé, ben on verra si ces vidéos si vous paraissez intéressé par ces vidéos, on pourra aussi faire une fois une émission en direct. En tout cas, n'hésitez pas déjà à réagir à cette vidéo, à mettre des petits commentaires, à m'envoyer un email à david.personocratia@gmail.com. Je crois que vous connaissez mon adresse maintenant. Et puis comme ça donnera des idées, ou si vous avez des questions, des sujets que vous voulez aborder. Et puis pourquoi pas, alors je dis ça, j'ai pas d'attente de résultats sans fixer des objectifs, mais pourquoi pas, un jour il y aura certains d'entre vous qui auront envie de nous rejoindre et puis de venir témoigner justement de comment en tant qu'homme vous vivez votre sexualité ou votre vie de famille ou les enfants, etc. Je pense que voilà, on verra plus tard, mais ça peut être quelque chose de chouette aussi. Ouais. Alors si tu veux bien, Patrice, sans plus attendre, on démarre pour cette première session.
Et puis, bah, si tu veux bien, je commence parce que c'était un petit peu mon idée, que j'avais initié le truc par mon témoignage et je voudrais, moi, ce que je sens à cœur pour moi de témoigner, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour moi au long de ma vie et puis surtout quand j'ai découvert en fait ce qui se cachait derrière. Bon, j'ai envie de dire presque lors de mon premier atelier Personocratia au Québec, j'avais déjà des idées avant, mais voilà, ça restait caché. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que même si j'ai découvert les premières vidéos de Guy en 2007, et j'avais déjà capté pas mal de choses en termes de conscience, ça me parlait complètement. Je sentais à l'intérieur de moi que bah, cette idée de l'être souverain, c'était là, c'était vrai. Euh, Quand je suis allé la première fois au Québec et que Guy a parlé de ce chemin de transformation qui était un chemin de vérité, la première chose qui m'est venue, c'est ça, c'est cette relation avec les autres, la relation avec les femmes, et puis tous les mensonges que j'ai pu dire dans ma vie pour, alors j'ai envie de dire pour la sexualité, c'est pas le sexe où on l'entend réellement, mais ça peut être pour vivre une relation avec l'autre. Donc ça peut être pour me sentir aimé, ça peut être voilà pour séduire l'autre, ça pouvait être certaines fois pour avoir du sexe. Et puis alors il y a les mensonges. À l'époque, je me rendais même pas en fait que c'était des mensonges. Je me rendais même pas que je mentais à l'autre ou que je me mentais à moi-même. Euh, je dirais pour résumer que j'ai l'impression, j'ai le sentiment que quasiment toute ma vie adulte, en fait, c'est le sexe qui a guidé ma vie, qui m'a mené par le bout du nez. Alors, pour dire, il y a des moments, par exemple, j'étais à fond dans le travail, alors c'était pas le sexe qui menait ma vie. Ben, quelque part, c'est aussi parce que je travaillais pour justement pouvoir amener quelque chose à la maison, et puis amener aussi une forme de domination, parce que l'autre pouvait peut-être me, me, me contrôler par son côté féminin, et puis moi, je pouvais contrôler par le côté masculin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Donc ça, quand j'ai découvert dans mon premier atelier Personocratia, j'ai découvert, c'est pareil, quand je parle de ça, à l'époque, j'avais déjà plus de 40 ans. Mon ego, il me dit, mais t'es un petit peu idiot pour s'en rendre compte aussi tard, quoi. Bon, finalement, ça me rassure. J'ai vu qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont dans la même situation que moi, mais c'est surtout que j'ai jamais voulu m'en rendre compte. Même si j'étais thérapeute, même si j'étais dans plein de trucs de développement personnel, etc., c'était un sujet, c'était normal de se comporter comme ça dans ce domaine-là, c'était normal d'avoir toujours des envies de séduction à droite à gauche, de regarder les femmes, de pas les regarder comme les hommes en tout cas, toi, parce que c'est ça le truc. Oui, Et puis de sentir des trucs qui se passent dans le ventre, alors parce que bien sûr il y a tout, hein, tout ce vital. Euh, Puis de dire, ben ok, même si je suis fidèle quand même, toi, quand je rencontre d'autres femmes, j'ai ces ressentis, c'est pas désagréable, pourquoi je m'en priverais, etc. Et encore une fois, ça n'a rien de bien, rien de mal. D'accord? Par contre, quand je rentrais à la maison et puis que ma femme me disait, tiens, comment ça s'est passé, telle ou telle chose, et puis que je sentais qu'il y a certains sujets ou certaines parties, je préférais ne pas en parler, toi. Ah oui, parce que j'étais mal à l'aise. oui, oui. Et j'avais peur que l'autre sente que, tiens, j'ai pu ne pas être, comment on dit, tu sais, indifférent à une autre personne. Et ce que j'ai surtout remarqué, c'est le fait de ne pas le dire, ça renforçait en fait le truc, évidemment. Donc là, je te donne un petit exemple, mais il y a aussi un autre exemple, c'est que j'ai été capable de dépenser des sommes incroyables, de m'endetter pour faire plaisir à l'autre ou pour aller dans un rêve. Par exemple, à un moment, je rêvais d'avoir un enfant, alors que je ne voulais pas d'enfant. Mais j'étais prêt à faire n'importe quoi au niveau financier pour me mettre dans une situation où ça allait, on va être bien, on va pouvoir faire un enfant, etc. Oui, Alors que que je sais, ou je savais en tout cas déjà peut-être à l'époque, mais j'avais mis tellement de couches de mensonges, c'est un moment où tu sais plus. Je savais bien que c'était faire comme les autres pour la pression sociale. J'avais l'impression d'être différent, j'avais l'impression de pas être normal, toi, d'avoir raté ma vie. Et ça, même à une époque où j'avais déjà, je croyais que j'avais déjà un certain niveau de conscience. Bah oui, parce que la conscience est dans tous les domaines. Peut-être dans le domaine médical, par exemple, j'avais déjà compris pas mal de trucs, mais dans le domaine de la relation intime, bah, j'étais complètement ouais, complètement mené par le bout du nez, par ce besoin, puis par le besoin de répondre aussi aux attentes de l'autre. Tu vois. oui, Donc ça a été très très dur pour moi quand j'ai vraiment compris. Et puis quand Guy, lors des ateliers, elle a parlé un peu de ce qu'elle parle dans ses vidéos, que bah voilà, qu'en gros, la femme, son objectif, c'est d'avoir des enfants, puis l'objectif de l'homme, c'est de monter toutes les jumeaux. Toi, en gros, c'est un peu ça, en schématisant. Passe.
Alors, ce qui veut dire que la femme, quand elle a des enfants, elle s'occupe moins de l'homme, elle s'en occupe encore un petit peu pour qu'il continue à assurer la sécurité. Et puis, bah, l'homme, s'il a plus de sexe, bah, il commence à regarder un petit peu ailleurs, sauf si évidemment il a peur de retrouver personne, auquel cas il fait tout pour rester à la maison. Pareil, quand j'ai entendu ça, ça fait rire, ça fait rire tout le monde dans les ateliers. Et puis après, tout le monde commence à se poser des questions, tu sais, tiens, tiens, comment c'est dans ma vie, etc. Mais moi, j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps parce que je sentais déjà depuis un moment qu'il y avait quelque chose de faux là-dedans pour moi, tu vois. Euh, et puis d'ailleurs, j'ai jamais recherché la sexualité, je recherchais plutôt l'intimité, tu vois. Ce fait de dire, bah tiens, le fait d'avoir fait l'amour avec quelqu'un, ça crée un rapprochement spécial, une relation spéciale. En fait, bien sûr, je recherchais la partie de moi que je trouvais pas à l'intérieur, je la recherchais à l'extérieur. Mais c'est facile à dire maintenant, tu vois. Mais à l'époque, ça paraissait tellement important de dire, même si je travaille sur moi, même si j'évolue, je me transforme, ok, mais il faut qu'il y ait une relation extérieure parce que il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose, ça apporte un truc que je pourrais jamais m'apporter moi-même. Et ça aussi, à la fois, c'était merveilleux pour moi de me rendre compte que oui, je peux me l'apporter moi-même, mais en même temps, j'en suis pas capable forcément tout de suite ou pas dans tous les cas, toi. Oui. Tu sais, c'est un peu ces degrés aussi. Et je veux pas être trop long déjà, je le ferai en plusieurs fois, mais je m'arrête déjà un petit peu. Ou n'hésite pas déjà si tu as des questions ou si toi tu veux toi parler de est-ce que il y a quelque chose qui te résonne déjà? Absolument. Tu soulèves tellement de points en consacrant la sexualité comme étant le moteur de notre vie, les hommes. Ça touche à tous les niveaux. Moi, la sexualité, elle m'a habité dès l'âge de 11 ou 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une évolution, évidemment, et puis sans donner trop de détails, en revenant sur ce que tu as dit, quand on a une espèce de ce qu'on appelle un feeling par rapport à ce qu'on ressent dans le ventre, les papillons dans le ventre face à quelqu'un, même si on est en couple et qu'on ne dit pas à notre partenaire ce qu'une personne nous a fait vivre, c'est ce qu'on peut appeler, ou certains auteurs appellent le frisson mental. C'est-à-dire, pendant quelques secondes, on a un fantasme qui peut nous soulever, nous ébahir parce que la personne face à nous ou la personne qu'on vient de croiser nous a fait vivre quelque chose à la limite d'excitant, qui soulève l'excitation. Et ça, évidemment, quand on est en couple, c'est très difficile d'aller en parler à sa partenaire ou son partenaire. Et ça, éventuellement, il faudrait voir, est-ce que les gens qui sont en couple réussissent à parler clairement et honnêtement que quand on croise quelqu'un de connu ou d'inconnu, il est possible que ça soulève en soi une interrogation, une excitation, un désir. Et sans avoir peur que l'autre réagisse en disant, ben voilà, tu m'aimes plus, il y a quelqu'un d'autre qui t'excite ou qui te fait de l'effet. Il faut être un jour être en mesure de clairement et honnêtement dire à l'autre personne, chérie, aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un que probablement je ne croiserai jamais à nouveau, mais qui a fait en sorte que j'ai vécu des trucs. Ça m'habite, c'est fait partie de moi. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je lui donne du pouvoir? Est-ce que je fais juste voir la réaction que j'en ai eue? Comment je me suis senti et que je suis en mesure de le partager avec la personne qui partage ma vie? Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'il y a tellement de jalousie, d'incompréhension dans les couples quand les gens sortent ensemble dans un restaurant et un des deux va fixer une personne qui va à la limite l'émouvoir sans qu'il y ait rien d'autre. Et que l'autre, au retour de la maison, va lui vouloir vous lui ramener sur le nez constamment. Ah, c'est bien, aujourd'hui, au resto, tu as eu telle réaction face à telle personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me tromper? Non, à un moment donné, il faut être capable d'écouter, d'entendre ce que l'autre a vécu et sans juger et sans revenir à essayer de culpabiliser les émotions qu'on peut ressentir. Surtout à savoir qu'est-ce que je fais avec ça quand je le ressens. Est-ce que je lui donne du pouvoir? Est-ce que c'est juste une passade et je vois qu'éventuellement je peux tenter de modérer, de faire en sorte que je n'ai pas mon système de fantasme qui part automatiquement? Ça, c'est un sujet qui serait intéressant à aborder éventuellement, puisque tu en as parlé légèrement.
Ça me Je touche prends des beaucoup. notes en même temps parce que je prends des notes pour les prochaines vidéos ou Oui, pour tout à l'heure, je sais pas. Mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, tu parlais justement de cette communication qui est très importante. Mais moi, j'ai l'impression que justement, c'est parce que les personnes n'osent pas communiquer là-dessus que ça se renforce. Et même le fantasme dont tu parlais peut se renforcer parce que l'homme, il n'a pas exprimé, tu vois, le truc tellement ou il avait peur, ou tu vois, peu importe. Moi, en tout cas, c'était ça parce que pour moi, ouais, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, souvent la femme, en général, ça vient certainement tout ça aussi de ma mère, c'était une autorité féminine que je voyais au-dessus de moi, tu vois. Et oui, donc, si la femme m'interrogeait sur quelque chose, automatiquement, le mécanisme de mentir ou d'omettre ou de déformer la vérité, tu vois, se mettait en place. Mais comme il se mettait en place, bah, du coup, ce truc n'ayant pas été exprimé, tu vois, ça devient une sorte de fantasme, tu vois. Ça prend de absolument, l'importance. absolument. Et c'est ça le truc d'arriver à en parler. Euh, de toute façon, bon, l'idée évidemment dans la conscience, c'est d'être dans la vérité. Mais là, c'est pour aussi ceux qui sont encore un petit peu, qui tournent encore un petit peu aujourd'hui autour de tout ça. De toute façon, comme toute forme de mensonge, ça ne fait toujours que empirer les choses. Ah oui, le silence, c'est créer un poids énorme à tous les niveaux. Et quand j'entretiens le silence, j'entretiens le poids, j'entretiens la difficulté de m'ouvrir, ça devient de plus en plus difficile et par la suite se met en place, ou à peu près en même temps, le mensonge, évidemment. Voilà, enfin, c'est ça. Je crois que ça, c'est quelque chose, on va en parler dans toutes les vidéos, c'est le secret. Et c'est pour ça que moi, ce sujet me tenait tellement à cœur, parce que moi, j'ai toujours pensé que dans ma vie, j'étais quelqu'un d'honnête. Vraiment, pensais que j'étais honnête et je me suis rendu compte vraiment qu'en fait, dans ce domaine-là, je pouvais mentir. Alors des fois, ça c'était pas des mensonges, mais surtout ne pas dire les choses, hein, ce qui revient à mentir complètement, bien sûr. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'était moins grave, bien sûr. Je me racontais des histoires et je me suis rendu compte que dans ce domaine-là, effectivement, c'est hyper lourd et ça a rendu ma vie très très lourde et ça m'a fait faire des choses qui m'ont aussi coûté très cher. Bon, après, c'est pas grave, c'est mon expérience, tu vois. Mais voilà, c'est important de revenir à cette vérité. Puis je suis sûr qu'au fur et à mesure des vidéos, on va donner des exemples euh, et peut-être aussi des petites astuces pour dire cette vérité. Et de toute façon, comme tu viens de le dire, ça peut que empirer les choses. Donc, si j'ai ressenti quelque chose, ben, c'est ma vérité, ben, à moi de le dire. Puis après, bon, l'autre, comment il va le prendre, c'est plus tellement mon problème, mais c'est à moi d'exprimer les choses avec le plus de vérité possible. Puis j'ai envie de dire le plus tôt possible, parce que plus j'attends, plus C'est c'est difficile. difficile. C'est difficile. Évidemment, le secret, c'est le secret à révéler. Quand on me dit souvent, j'ai un jardin secret, mon conjoint, ma conjointe n'a pas besoin de savoir ce que je vis secrètement, j'ai des doutes, de sérieux doutes, pour l'avoir vécu personnellement, sauf que je ne généraliserai pas. Par contre, je ne suis pas pour le secret quel qu'il soit. Si j'ai un problème, si j'ai une insatisfaction, si j'ai un désir pour quelqu'un, je peux en parler. C'est pas nécessaire d'avoir un domaine secret, d'avoir sa petite caverne et de ranger des trucs là que l'autre personne ne peut pas savoir. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Et tout ça, étrangement, je l'ai jamais appris en couple, c'est-à-dire en couple fermé. On verra ce que c'est que le couple fermé éventuellement. Je l'ai appris en polyrelation. Ça a demandé une autre forme de vision, une autre forme de vie, une autre forme d'ouverture. Et ça n'a pas été facile, par contre. Il m'a fallu passer par là pour arriver à ce genre de libération. Moi, j'appelle ça une forme de libération. Se libérer d'un secret, de ce qui est lourd, pour moi, c'est de la libération. Alors, tu as utilisé le mot polyrelation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui connaissent pas. En tout cas, moi, je connaissais pas. Est-ce que tu veux rentrer dans le détail maintenant? Peut-être pas, ou peut-être juste dire un petit mot pour qu'on sache ce que c'est. Oui, on peut dire polyrelation ou polyamoureux. J'emploierai pas le terme polyamoureux, étant donné que ma conception de l'amour ne cadre pas avec la conception que l'on dit populaire. Donc, pour le moment, sans parler d'amour, je vais utiliser le terme polyrelation ou parfois compagnonnage, être en compagnonnage avec quelqu'un. Donc, la polyrelation, en gros, c'est quelqu'un qui vit une relation d'intimité avec quelqu'un qui est déjà en intimité. Par exemple, avoir une personne, que soit on va prendre mon cas, un homme qui vit une relation intime avec une femme qui est déjà en couple
avec un homme. Et les deux sont consentants. C'est-à-dire que l'homme est consentant à ce que sa copine, sa conjointe, sa blonde au Québec soit en mesure de vivre une relation avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle vit une relation avec lui. Donc, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de secret. C'est pas j'ai une maîtresse et le conjoint ou la conjointe ne le sait pas. J'ai une relation définitive, officielle, réelle avec quelqu'un qui est consentant et dont la personne avec qui elle vit ou pas, qui est déjà en relation, est consentante aussi. Et Et, puis, du coup, je peux être en relation avec deux, trois, quatre, cinq personnes et la personne avec qui je suis en relation peut être en relation avec un nombre illimité de personnes tant que tout est avoué, tout est sur la table et qu'il n'y a pas de secret ou de maîtresse ou d'amant. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. c'est intéressant comme concept. Mais alors, ce qui me vient tout de suite, je fais un peu l'avocat du diable, et c'est aussi un peu les questions que je me pose, mais est-ce que là-dedans, c'est pas non plus des fois des jeux? Par exemple, là, tu parles d'une personne enfin, le mari en fait est au courant que sa compagne a une relation avec quelqu'un, d'accord? Mais est-ce que ce mari, il fait pas celui qui est d'accord juste pour faire plaisir? Tu vois ce que je veux dire? Comment on peut valider le fait que tout le monde est dans sa conscience? C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je peux pas valider. En fait, je pourrais pas être à la place de la copine pour voir avec elle ce qu'elle vit avec lui. Ce qui veut dire aussi que lui, étant donné que sa copine, sa conjointe peut vivre une polyrelation, lui également peut vivre la polyrelation avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça fait beaucoup de gestion d'émotions, beaucoup de gestion de sentiments. Il faut être totalement ouvert et honnête à tous les niveaux. Autrement, il y a des périodes qui ne seront pas faciles. Les premières fois, ça peut des ajustements pendant des semaines, des mois, tout dépend. Mais tout le monde doit être sur la même longueur d'onde, d'honnêteté, de vérité, de ce qui est vécu entre chacun des partenaires. Ah oui, bah écoute, Patrice, c'est un sujet, moi en tout cas, toi qui, je me sens pas complètement à l'aise par rapport à ce que tu dis. Parce que comme tu dis, je pense qu'il faut une sacrée dose de vérité, de sincérité, d'honnêteté. Et puis bon, c'est peut-être, bien sûr, c'est pas non plus pour tout le monde, hein, c'est chacun vit ses expériences, mais ce que j'entends, enfin pour moi, ce que j'entends qui me parle beaucoup dans ce que tu dis justement, c'est ce côté vérité. Et puis de pas se soucier des autres, chacun valide sa vérité ou pas, hein, chacun le fait avec sa conscience. Euh, Après oui, ce qui est un petit peu difficile pour moi, pour moi justement l'idée, c'est plutôt, et c'est ce que j'ai déjà commencé à faire dans ma vie, c'est de sortir complètement de toute forme de sexualité et de séduction. Tu vois. Moi, c'est ce qui me parle le plus personnellement. Et comme ça, d'ailleurs, ça me fait penser, ça me permet de continuer un petit peu sur mon témoignage. Et puis de toute façon, on va avoir l'occasion de reparler de ça, un autre sujet. Peut-être qu'on fera une vidéo que pour parler de ça, et on fera aussi le lien avec la monogamie, la polygamie, parce que là aussi, il y a des croyances, il y a des choses qui ont été mises en place aussi par le système pour nous mettre dans un certain état d'esprit et qu'on croit aujourd'hui comme la normalité. Hein, Oui, puis après, on se culpabilise, etc. Alors que bon, tout ça, je pense que tout est à revoir avec un autre angle. absolument. Alors oui, pour revenir sur mon témoignage et puis donner un petit peu la suite, toi tout à l'heure quand tu parlais du fantasme, je crois que tu as utilisé le mot qu'on avait des papillons dans le ventre, tu sais. Ça m'a rappelé qu'une fois, il y a une vingtaine d'années, je vais voir un ami, je sais plus pourquoi, j'arrive chez lui et il y avait une copine à lui dans la piscine. Je la vois même pas cette personne. Je vois de loin, je discernais à peine. Et au moment où elle sort de la piscine, je sens en fait vraiment, je sens physiquement, tu sais, comme un cordon en dessous du nombril, toi, entre nos deux chakras, toi, comme un cordon qui se relie d'une puissance mais phénoménale. Enfin, à l'époque, que je trouvais phénoménale. Donc, peu importe hein, tout ce qu'il y avait derrière, mais bien sûr, on est complètement dans le corps vital, tu vois. Oui. Et moi, ça me fait le lien avec ce que tu dis, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, c'était tellement extraordinaire que ça y est, pendant des jours et des jours, je pensais à cette personne et je voulais la revoir, alors que au final, au final, on s'est revu, on est devenu plutôt copains qu'autre chose, toi, ça n'avait rien à voir. Mais sur le moment, en fait, chaque fois que mon vital me donnait une information que je vivais quelque chose d'extraordinaire, tu sais, c'est comme l'orgasme. L'orgasme sexuel, c'est super, mais imagine, je découvre un orgasme qui est meilleur que cet orgasme-là.
et ben j'ai plus besoin de l'organe sexuel, toi. Et là, pour moi, c'est vraiment ça touche vraiment les phénomènes énergétiques. En tout cas, moi, j'étais beaucoup sensible. Peut-être parce que, dans ma vie, je sais pas, je laissais aller beaucoup d'énergie. Puis quand j'avais quelque chose qui me donnait de l'énergie, ou je sais pas, j'étais pas heureux, j'étais en colère contre la vie, je me demandais ce que je faisais là. Alors tout d'un coup, il y avait un truc, waouh, tu vois. Et là, eh bien, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et je me rappelle, Guy disait souvent, attention, le corps vital, même s'il est moins haut en vibration que le mental, il est très puissant. Parce que Oui, c'est l'énergie, quoi. Donc quand le corps vital il veut quelque chose, le mental il va perdre la raison et faire un petit peu n'importe quoi. Et voilà, et moi c'était souvent mon cas, et c'est pour ça que je dis être mené par le bout du nez, parce que quand je ressentais ce genre de choses, tu sais, ce ressenti était tellement fort et tellement différent de ce que je ressentais dans ma vie de tous les jours. Déjà que je pensais que c'était quelque chose de vrai, hein, alors que c'est purement en fait une réaction, j'ai envie de dire électromagnétique, toi. oui, Euh, donc je pensais que pour moi, si c'est le summum, tu sais, c'est un petit peu comme moi je compare ça au fait de bah tiens, je fais de la méditation, puis tout d'un coup je m'ouvre à des champs énergétiques que je connaissais pas, au monde de l'invisible. Bah, tout d'un coup, ce monde de l'invisible, il est grand, il est puissant, ça y est, je suis plus fort, tu vois. Et là, pour moi, je reviens un petit peu là-dedans. Ça touche le monde de l'invisible aussi, tu vois. C'est quelque chose que c'est pas dans mon champ, que c'est au-delà de mon corps physique. Et comme je peux pas me l'expliquer, eh bien, tout d'un coup, c'est l'autre qui est devenu responsable de me faire sentir quelque chose de merveilleux. Donc, là, le réflexe, c'est d'aller vers l'autre pour qu'il me fasse sentir encore ça. oui. Et c'est là que je fais le lien avec ce que tu disais, l'amour entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que est-ce que c'est ça l'amour, quoi? Parce qu'au final, c'est que l'autre, je l'aime tant qu'il me fait ressentir ce que je veux. Parce que je sais pas ce que tu ressens par rapport à ça, mais Ça me parle beaucoup du fait que ce lien-là, du corps vital, il passe beaucoup par l'aspect physique. Notre aspect physique, l'aspect physique est une basse fréquence. En fait, c'est une fréquence qui est beaucoup moins élevée que les autres corps, les corps astrales, les corps mentaux. Donc, le vital, il vibre un peu plus bas. Il est très sensible à ce qui est physique, donc près de l'animalité, que ce n'est bien ni mal, c'est simplement une réaction physique face à un champ énergétique que les yeux ont traduit comme étant excitant ou tout simplement qui peut apporter un certain bien-être. Les yeux, l'odorat, la bouche, peu importe, l'aspect physique. Et ça se vit au quotidien, on le voit des fois dans beaucoup de harcèlement. Le harcèlement que l'on voit dans les rues, souvent, ce sont des corps vitaux qui se sentent vibrer. Comme tu spécifiais, le mental, lui, il perd la notion, là. Il y a toutes sortes de mots, de phrases qui vont être dites à des gens inconnus, tout simplement parce que c'est le vital qui voudrait être satisfait. Et donc, le mental, lui, il ne fait plus de sélection. Il fait simplement exprimer ce que le vital voudrait pouvoir assouvir. c'est important ce que tu dis par justement au comportement, des fois, j'ai pas harcèlement ou autre, les comportements que les hommes peuvent avoir, ou les attouchements, je pense dans les transports, des choses comme ça. Oui, Alors, encore une fois, vous le savez tous, avec Personocratia, l'idée, c'est pas de se déresponsabiliser. Hein, je suis responsable de ce que je vis, de ce que je fais à 100%, de tout ce que je crée. Par contre, je me déculpabilise. Hein, c'est pas la même chose. Et ça sert à rien de se culpabiliser parce que j'ai un comportement, c'est plutôt de comprendre pourquoi j'ai ce comportement. Et je trouve que ce que tu dis, c'est super intéressant dans ce sens-là parce que c'est quelque chose dont, on est inconscient, quoi. On s'en rend pas compte. oui, c'est fort, l'inconscient. Je ne sais pas pourquoi on est inconscient. Enfin, c'est pour apprendre à devenir conscient, évidemment. Ça ressemble drôlement à ça. Et puis, le fait d'avoir de tels comportements, c'est vrai que, en fait, plus j'en prends conscience, moins je culpabilise et je vois avant de faire l'acte, si, si jamais il y a un acte à faire, je vais me voir aller. Je vais être en mesure de demander où est-ce que je m'en vais avec ça. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Au-delà du corps vital, quand je me mets en réponse à ce qui se passe, quand je me questionne, le mental, il peut reprendre le dessus là, tranquillement, puis de stopper des réactions aussi vitales que ça, d'agresser à la limite, soit verbalement ou physiquement. Me poser la question, qu'est-ce qui me motive à faire ça? Comment ça se fait que je donne encore un pouvoir à cette espèce de challenge, d'émotion, de désir qui voudrait tout embrasser, tout avoir en soi pour pouvoir arriver à un bonheur éphémère.
un fantasme réalisé. C'est vraiment la prise de conscience de ce que je fais, de ce que je suis. Ouais, parce que c'est ça la question en fait, c'est-à-dire ok tout ça c'est bien d'avoir ces comportements répétitifs, mais ça m'emmène où? Moi dans mon cas personnel en fait ça m'amenait jamais nulle part, ça m'amenait juste à c'est comme je sais pas, c'est comme aujourd'hui je mangeais un peu plus de glace, ben c'est ça, ça me fait la même chose, c'est-à-dire que je comble temporairement un désir. Par exemple dans mon cas c'était pas forcément le sexe, c'était plus de la séduction, donc en fait le besoin de valider que l'autre était dans le même jeu de séduction que moi, toi, puis qu'on était ok, toi, qu'on se comprenait. Mais une fois que j'avais validé ça, j'avais même plus envie de rien, toi. Ah bon? Alors pas au début, mais je veux dire au fur et à mesure des années, tu sens que au fur et à mesure des années, ça me fatiguait plutôt qu'autre chose. J'avais pas envie de répéter toujours les mêmes choses, toi. Donc souvent, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait sans avoir rien dans l'acte. Bon, des fois, ça pouvait être un toucher ou un bisou, mais en général, c'était même, j'allais pas plus loin. OK. Ça, après, ouais, c'était quand j'avais déjà passé 27, 28 ans, hein, parce qu'avant, quand même, j'aimais bien aller à l'acte il fallait valider l'acte, et puis, si je m'étais épuisé pendant des jours pour en arriver là, il fallait arriver à quelque chose, tu vois. Oui. Mais j'imagine que j'ai un petit peu évolué sur certains domaines, en tout cas. Et j'avais surtout encore ce besoin, en fait, si c'est ce truc dans le ventre, ça fait mal. Et puis, il faut que l'autre, il vienne le combler, toi. Oui. Et quand j'avais passé ça, c'était fini. Mais le truc, c'est ça, c'est où est-ce que ça mène? Ben, ça mène jusqu'à, ben, comme je me sens pas bien, il faut la prochaine personne qui va venir combler ça. Et c'est pour ça que, parce que moi, il y a des gens dans les témoignages qui me disent, mais moi, j'ai aucun problème avec la sexualité, je me sens super bien là-dedans. Bon, bah, déjà, tant mieux pour eux, hein, moi, j'ai rien à dire. Euh, mais moi, personnellement, je me suis jamais senti bien, même si à une époque, j'étais très, très actif. Dans l'acte en lui-même, toi, je sentais toujours il y avait quelque chose de faux. Par exemple, je sentais que quand j'avais des relations sexuelles avec une personne, après avoir eu des relations, je me permettais plus d'intimité. J'étais peut-être des fois un peu moins respectueux avec la personne parce que comme si j'étais rentré dans sa zone de privé, toi, où moi je me surprenais à avoir des comportements que j'avais pas avant. J'étais moins centré en fait. Moi, ça me décentre. Tu vois. Ça me décentrait. Tu vois. Pas tout le temps, bien sûr. Il y a eu des fois peut-être je l'ai fait différemment, mais de manière générale, donc pour moi, ça a jamais été quelque chose qui était si agréable que ça. Ça a été plutôt toujours la réponse pour combler un besoin, que ce soit un besoin physique quand j'étais plus jeune, ou après un besoin plus énergétique, ou de me rassurer, ou c'est la décharge émotionnelle un peu qu'il peut y avoir aussi dans l'éjaculation, par exemple, si on va du côté sexuel. Absolument. Et tu soulèves un point important quand tu parles de que l'autre doit venir combler un besoin. Dans notre société, en tout cas nord-américaine et occidentale, en fait, on a créé un monde où c'est toujours la faute de l'autre. On cherche toujours un coupable, on cherche toujours une victime. Et quand on se dit j'ai besoin de sexualité, l'agression que l'on voit un peu partout, c'est souvent ce point de vue-là. Je suis en besoin, c'est l'autre qui doit me combler. Donc, si je ne suis pas comblé, c'est de sa faute et je vais trouver une façon de lui faire payer. C'est absolument fascinant, ça. De suggérer que ce soit à son mental, à son être, que si j'ai un besoin non comblé, c'est parce que c'est l'autre qui ne le comble pas et donc c'est de sa faute. C'est elle, la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui doit payer, qui doit finalement combler mon besoin. C'est incroyable, mais notre éducation, notre scolarisation a beaucoup mis ça en place. C'est toujours la faute de l'autre. C'est l'autre le coupable. Donc, c'est l'autre qu'il faut qu'il paye, qui devient la victime. En fait, je suis victime des autres. Et ça fonctionne même au niveau de la sexualité. Je suis en couple, j'ai besoin de sexualité, tu ne veux pas m'en donner, c'est ta faute. Tu vas payer pour, tu n'auras pas de cadeau, tu n'auras pas de sortie au restaurant. Et, et Je vais aller voir ailleurs, etc. Quoi. oui, les menaces, le chantage, c'est incroyable. C'est un point que tu soulèves que je trouve très important aussi. Et oui, quand tu dis enfin, quand tu parles justement de ces menaces, cette culpabilité ou de cette agressivité, ou toi, mais je trouve que justement dans le cas de la sexualité, elle est encore beaucoup plus forte que dans d'autres domaines. Ah, Quand c'est absolument. ce besoin-là qui n'est pas, parce que bah, c'est vital, hein, c'est le corps vital, et il faut que ça compte. Mais c'est vrai qu'on peut le retrouver aussi, on le retrouve dans tous les domaines, c'est-à-dire que et c'est ça que moi j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, et ça m'a beaucoup parlé quand j'ai rencontré Guy, c'est de dire ok, je suis à l'intérieur, ok, je suis l'esprit à l'intérieur de moi, mais en même temps, j'ai des besoins. Et donc, l'idée, c'est pas de rejeter mes besoins, mais c'est d'en prendre ma responsabilité, d'arrêter justement d'être,
de menacer l'autre ou d'avoir un ennemi parce que l'autre il veut pas ou il peut pas les combler ou il les a pas assez bien comblés. Des fois, ça arrive aussi ça. Oui. Parce qu'évidemment, en tant qu'être humain, nous sommes beaucoup dans l'animalité. Les besoins vitaux sont très animaux. Ni bien ni mal, c'est simplement que nous avons des besoins comblés. Et puis, lorsqu'on a une addiction, quelle qu'elle soit, c'est parce que c'est une façon de combler un besoin. Tant que je vais passer par l'extérieur pour combler un besoin, j'aurai toujours des besoins à combler qui ne seront jamais satisfaits. Je vais passer par la cigarette, la boisson, la sexualité, les achats impulsifs, etc. Donc, c'est toujours encore à l'extérieur que ça passe. Et mon travail, mon évolution, ma présence ici, ma présence terrestre, c'est évidemment de cesser d'avoir des besoins ou de cesser de les combler par l'extérieur. J'en ai des besoins, je vais les combler du mieux que je peux. Je ne suis pas rendu ni jument ailé, encore moins jument souveraine. Je fais mon chemin, j'ai des besoins à combler, j'en comble encore beaucoup par l'extérieur. J'en suis conscient. Je prends le temps qu'il me faut, même si personnocratiquement, ça presse de passer à autre chose. Oui, alors ça c'est encore une autre partie assez intéressante, je trouve, dans la suite de la discussion, si on veut parler un peu plus du côté conscience. Ouais, déjà pour revenir aux besoins, je suis complètement dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire déjà la première étape, c'est je vois mes besoins, je les reconnais, j'arrête de faire porter la responsabilité à l'autre. Hein. Donc ça, Absolument. c'est une étape qui est énorme, mais énorme. Et on parlera un peu plus en détail aussi dans certaines vidéos d'autres expériences, mais en tout cas, moi, vous le savez, je suis comme vous, je suis sur ce chemin, et moi, j'ai encore des cas où ça m'arrive d'essayer de faire porter la responsabilité à l'autre. Des fois, je m'en rends compte au moment où je le dis, et là, je m'arrête parce que maintenant, j'en ai conscience, mais des fois, peut-être, je m'en rends pas encore compte, et c'est parce que c'est tellement ancré, hein, à l'intérieur. Ouais, enfin, on est tellement formaté comme ça. Alors bien sûr, même si c'est la vie que je me suis créée pour faire ma propre évolution, ben, il n'empêche que oui, j'ai tout un système qui m'a formaté dans ce sens-là. Et puis une fois que je prends la responsabilité de mes besoins, ben, ça ne veut pas dire que tout de suite, ben, ok, c'est mon besoin à moi, mais maintenant je vais tout faire pour plus en avoir du jour au lendemain. Parce que ça, c'est me faire violence aussi, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Enfin, peut-être que c'est possible pour certaines personnes, mais C'est pas, enfin, pourquoi le pas? chemin, en tout cas, c'est pas forcément ça, c'est déjà me respecter, accepter les deux où j'en suis dans certains domaines encore. Voilà, voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est le jour où on va cesser déjà de commencer à trouver des coupables et de se responsabiliser de ce que je ressens, de ce que je vis. C'est énorme comme chemin. Ça règle pas tout. C'est pas parce que je suis conscient que j'ai des besoins ou des déficiences qui sont là que ça les règle automatiquement. La conscience d'une chose ne règle pas automatiquement cette chose. Il y a un chemin à prendre, il y a des démarches à faire, j'en suis conscient. Mais déjà, en être responsable et de cesser de culpabiliser l'autre, de toujours trouver un coupable, c'est une démarche incroyable. C'est un pas immense en évolution, ou du moins dans la recherche de vérité de soi. Oui, puis même à la rigueur, si vraiment je sens, si je suis encore orienté sur l'autre, bah, c'est au moins de l'exprimer, de dire voilà, tiens, bah, j'ai besoin, enfin, j'aimerais que ce soit toi qui comble mon besoin. Hein. Mais au moins de le dire à l'autre. Et puis, bah, si l'autre, il peut pas ou il a pas envie, et au moins j'ai exprimé les choses plutôt que de pas le dire et puis de faire du chantage, comme tu disais, ouais, c'est ça quand même. Là, on retombe du côté mensonge, secret, et c'est le cercle vicieux hein, de l'animalité, on va dire, ou de l'ego, je sais pas comment on peut le dire, mais. Absolument, oui. Et il existe des bons outils pour parler de besoins, d'exprimer ses besoins sans attente en retour lorsqu'on exprime un besoin. C'est pas parce que j'ai un besoin que je l'exprime à quelqu'un que dans l'automatisme, ce besoin-là sera réglé ou du moins comblé par l'autre personne. La communication non violente, notamment comme outil de communication, c'est extraordinaire pour au moins exprimer ses besoins, puis de dire la vérité. Dire la vérité sans attente. C'est encore beaucoup c'est encore beaucoup d'exercice, c'est de la pratique, mais c'est possible, c'est possible.
Ah bah, moi, je parle, donc, j'ai fait pas mal de vidéos, des formations où je parle de la communication non violente, qui évidemment fait complètement aussi, c'est aussi un des outils de Personocratia. Une fois Oui, dans un stage, il y a une personne qui m'a dit, moi, c'est insupportable ce mot. Pour moi, il y a le mot pourquoi non violence, il y a le mot violence dedans. Moi, je suis pas du tout là-dedans, etc. Bah oui, mais pourquoi ça s'appelle la communication non violente? Parce que pour moi, je l'expérimente personnellement, c'est que la communication qui est guidée justement par l'ego, elle est hyper violente. Et comme tu viens de le dire dans le domaine de la sexualité, c'est les menaces, c'est la culpabilité. Donc il y a que de la violence. Il y a pas d'amour pour moi là-dedans. Tu vois, et cette communication non violente, je suis heureux que tu t'en reparles ici aujourd'hui. On n'en avait pas du tout parlé avant quand on a préparé l'émission, toi. Mais c'est vraiment un super outil pour exprimer ses besoins. Et dans le domaine de la sexualité et de la séduction, c'est tellement important. Le truc, c'est ah oui, mais quand je vais dire ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'autre va me quitter? Alors, par exemple, et c'est là il y a les grosses peurs qui arrivent. Ah oui, mais oui, de toute façon, si ça doit arriver, ça doit arriver quoi. Donc bon. voilà. Oui, c'est déjà avancer l'idée d'en parler, c'est sûr que ça fait peur. Bon, mais l'idée aussi derrière tout ça, c'est de guérir ses peurs. Si je vis constamment dans la peur d'un futur possible, je reste à la maison et je bouge pas. Et encore là, est-ce que la maison va s'écrouler? Est-ce qu'on va venir me battre? Est-ce que la maison va brûler? C'est pas, on vit pas là-dedans. J'ai peur, oui, tu peux le dire à l'autre. J'ai des peurs, je vais t'exprimer mes peurs et j'ai pas d'attente par rapport à ça. Je ne peux pas vivre en attente. Et l'autre façon de définir la communication non violente, il y a certains groupes, certaines personnes qui vont dire tout simplement la communication consciente, qui ont un peu discuté avec le terme non violent, mais bon, c'est une façon aussi d'aborder le sujet, la communication consciente. Si les gens se sentent plus à l'aise, ça ne déforme pas la pratique comme telle. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, en réalité, c'est ça, c'est être conscient de ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train de communiquer, c'est-à-dire d'exprimer qui je suis, hein, de partager avec l'autre, ou est-ce que en fait, je suis en train de me battre pour l'énergie, pour dominer l'autre, pour avoir raison, etc. Et puis bon, je dis, moi, je me suis vu souvent un peu comme un dictateur qui a utilisé des moyens. Bah, par exemple, si on dit souvent l'homme c'est le pourvoyeur d'argent, bah, moi c'était ça. Comme moi je ramenais l'argent, que la maison était à mon nom, etc. Bah, je pouvais me permettre des choses. Tu vois. Oui, oui. Parce que bah oui, parce que l'autre au bout d'un moment il se dit bon bah je vais peut-être pas avoir le dernier mot vu que c'est tout est à lui, tu vois. Oui. Une belle façon de gérer, de dominer. Ça, c'est une façon un peu plus violente, mais on peut avoir accès à des stratégies qui sont plus douces. Non mais bien sûr, Euh, mais c'est pour dire que c'était de la communication violente, oui, tu vois, bien voilà. sûr, hein. Tout à Mais fait. pour revenir à ce que tu disais précédemment, euh, dans la relation de couple ou pour avoir de la sexualité, il y a souvent de la violence qu'on peut utiliser, du chantage. Et puis, on peut également utiliser des stratégies. Par exemple, avoir un souper régulièrement avec du vin, payer des cadeaux, des trucs comme ça. C'est pas violent, mais c'est des formes de stratégie, des formes de séduction, des formes pour endormir l'autre personne, pour qu'elle voit exactement notre stratégie, où est-ce qu'on va aller. Dans le fond, on veut du sexe, donc on va passer par toute forme de louvoiement plutôt que de dire clairement, écoute chérie, ce soir, moi j'aurais besoin de sexualité. C'est sûr que c'est pas très romantique, c'est pas beaucoup de séduction, mais on verra plus tard qu'est-ce que cache le mot séduction. Il pourrait avoir des surprises là-dedans. Donc, en gros, je fais juste glisser un mot à ce sujet. Ah, si justement c'est intéressant. Pourquoi finalement, pourquoi l'homme, enfin je dis l'homme, plutôt le mâle, on va dire, mais ça peut être aussi différent, autre chose du côté de la femme. Ça c'est, je les laisse s'exprimer à leur niveau. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin justement de la séduction, tout ça? Pourquoi ça s'arrête pas juste au sexe pour comme les animaux? Pourquoi on a développé, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, toutes ces autres couches, tu vois, à quoi elles servent? T'as ton idée là-dessus, toi? Oui, tu voudrais qu'on en parle maintenant? Ouais, non, je sais pas, non. Tu voulais pas? Oui, on peut, en fait, on peut en glisser un mot, parce que la séduction, c'est une forme d'envoûtement. Dans la définition de la séduction, du moins dans les dictionnaires des années 70, je me réfère plus à ce que va nous dire Internet, parce que j'ai vu que beaucoup de mots ont changé de signification avec le temps pour Hmm. on a des raisons à ce sujet-là. Mais à l'époque des années 70-80, dans les dictionnaires que j'avais et que j'ai toujours, la séduction, c'est une forme d'envoûtement. D'envoûtement.
Donc, c'est comme si on jetait un sort à quelqu'un sans que la personne s'en aperçoive pour qu'on arrive à nos fins. Et pourquoi on a développé la séduction? Bien, évidemment, il y a toutes sortes de raisons. Si je suis un homme qui est moche, disons-le comme ça, je suis un homme qui est pas un aspect physique très attirant pour le regard actuel, ben, il faut que je trouve une façon de me faire apprécier. Donc, il faut que je trouve une façon de parler, d'envoûter l'autre personne, de la détourner de ce que je suis physiquement ou de la façon dont je parle et tout ça. Et donc, je dois trouver une façon de d'envoyer le message sur elle pour la concentrer sur cette personne-là, pour que je sois oublié, mais que j'arrive tout de même à mes fins. Je dois déstabiliser l'autre personne. La séduction, c'est ça, on le voit en sexualité, on le voit dans le marketing, on le voit dans la religion, on le voit en politique. C'est de faire oublier les gens ce qu'ils vivent pour que l'autre prenne en main ta propre personne, ton propre mental, ton corps vital. La séduction, c'est pas juste allô, vous êtes belle, madame. Non, non, il y a plus que ça, là. Oui, parce que c'est ancré dans toute la société à tous les niveaux et c'est ça qui est, enfin, ce qui essaye de guider notre vie dans tous les domaines, ça c'est certain. Oui, oui, oui. Et Donc, moi, c'est ce que, de la oui, non, mais stratégie. c'est la stratégie, c'est ça. Donc, la stratégie, bah, pour moi, c'est du mensonge. C'est en fait, on dévoile pas les choses, hein. Ouais, c'est ça. Ben, je dévoile pas les choses parce que si je les dévoilais, il est possible que le refus soit automatique. Je dis à quelqu'un qui me plaît, tu me plais, je vibre, mon corps vital vibre pour toi, j'aurais besoin d'intimité avec toi ou je souhaiterais qu'on en ait, puis l'autre personne dit non, On dégage. fait ça. Alors, ça, c'est dur pour l'ego. Alors, si je veux éviter que mon ego prenne une baffe, ben, je vais trouver d'autres solutions, des solutions où s'il y a un refus, au moins, je vais être moins, mon ego va en prendre moins pour son rhume. C'est du mensonge totalement, évidemment. Ouais, c'est intéressant. Toi, j'ai pas réfléchi à cet aspect-là. Et toi, moi, ce que je voyais aussi, donc ça, pour moi, c'est ça, la séduction, c'est la prise d'énergie, la domination, comme tu disais, le mensonge, les choses qui sont cachées, les stratégies. Mais quand je te disais, oui, quand je réfléchis, pourquoi est-ce que l'homme a développé tout ça, je me dis aussi que bah, c'est dans cette conscience qui pousse à l'intérieur, parce que bon, l'être humain, il a individualisé cette conscience avec cette âme qui est individuelle, avec son propre chemin, hein, ce qui n'est pas le cas dans une conscience collective, par exemple, d'animal sauvage, de tribu, toi, qui répondent à des choses plus collectives. Et je me dis justement dans cette quête qui a finalement un objectif, c'est de me souvenir de qui je suis. Eh bien, je passe par des étapes et puis ben, une des étapes, c'est que je sens à l'intérieur de moi que il n'y a pas que le sexe. J'ai envie d'autre chose, toi, d'un autre niveau relationnel avec la personne, qui est encore faux, toi, Oui, mais qui monte un peu en vibration, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, je parle pas de la séduction qui elle est complètement dans le faux, bien sûr, hein. Et je parle plus, tu vois, par exemple, si je prends, tu parlais tout à l'heure des enfants, si je prends une mère avec son enfant, qui pour moi n'est pas encore l'amour dans le sens jument ailé, hein, bien sûr, qui n'est pas dans le sens de la vibration d'amour, mais qui est quelque chose qui est plus haut en vibration parce qu'il y a, bah, la mère, elle ressent un peu ce côté inconditionnel. Enfin, il me semble de ce que j'ai vu ou ce que j'ai pu ressentir par rapport à ma mère, toi, que en gros, quoi que je fasse, il n'y a pas de jugement de ma mère, toi. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce chemin de conscience individuelle qui fait qu'on je passe par ces étapes, mais à chaque fois, je crois que c'est ça l'amour, le vrai, toi. Mais c'est pour ça que pour moi, la partie sexuelle m'intéresse plus et que c'est plus la partie relationnelle, tu vois. oui, évidemment, la partie relationnelle, c'est ce qui est le plus vrai. Nous sommes deux atomes qui n'avons pas autre chose que d'être en relation et tourner l'un autour de l'autre et de former un tout, et sans relation sexuelle. L'âme n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, en fait, de fusionnel et sexuel pour évoluer. Il passe par ces étapes-là jusqu'à ce que le besoin n'ait plus de nécessité, évidemment. Oui, c'est ça, Donc, c'est que des étapes. Et c'est pour ça que ces étapes, si j'exprime pas mes besoins, si je suis pas sincère, si je rejette mes besoins ou ce que j'ai à vivre, bah en fait, au contraire, au final, alors que je me dis, tiens, je fais ça parce que moi, je vais évoluer ou je suis plus évolué, toi, mais au contraire, ça va me maintenir dans un niveau plus bas parce que je vais être frustré, en fait, absolument. Et, simplement. et je ne sais pas, je saurais dire sur quelle base je peux
être pour dire que je suis évolué ou non. Je, j'ai pas d'échelle d'évolution. Je peux comparer à ce que je comprenais autrefois, ce que je vivais par rapport à ce que je suis aujourd'hui, mais au niveau de l'échelle évolutionnaire, ou de l'échelle d'évolution, j'ai aucune mesure qui me dit oui, je suis évolué. Je peux penser évoluer, mais dans quelle mesure et par rapport à quoi? Toujours par rapport au passé, mais pas par rapport à ce que je peux être. Je ne sais pas ce que je peux être. Ça, c'est un terme, me dire évoluer, j'ai un peu discuté avec ça quand j'entends ça. Je suis quelqu'un d'évolué. Oui, je suis évolué, mais dans l'évolution, toutes les formes de fréquences vibratoires sont évoluées par rapport à la précédente, tout le temps. Et la précédente est toujours en basse fréquence par rapport à là où je suis maintenant, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Très important ce que tu dis. C'est moi, je dis souvent, la conscience, c'est une roue crantée, ça revient jamais en arrière. Bah, c'est ça. Mais quand je regarde par rapport au niveau avant, évidemment, donc qu'est-ce que ça veut dire? T'as raison. Et bah, c'est pour ça que, un peu comme ce qu'on a dit au départ, tu vois, c'est pas le fait de dire, bah, c'est moi moi, je suis une bonne jument, hein, parce que moi, ça y est, j'ai arrêté le sexe, ou parce que j'ai plus de compte en banque, ou parce que je vais plus chez le médecin, hein, etc., etc. Ouais, Ça, bien sûr, c'est des choses qui peuvent venir progressivement parce que quand j'évolue en conscience, ben, je laisse aller certains besoins parce que j'apprends à monter en vibration et puis parce que j'ai laissé aller les peurs qui allaient avec surtout. Mais c'est pas ça, effectivement, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec le fait de dire ça y est parce que j'ai réglé tel truc ou parce que j'ai arrêté ça, tiens, j'ai arrêté de manger. C'est pareil, tu sais les praniques, toi. Ça, c'est une super expérience, mais ça veut pas dire que c'est ce que moi je dois faire ou ce que toi tu dois faire, toi. oui, C'est important ce que tu précises. l'évolution personnelle, est-ce qu'on part seulement avec soi? Évidemment, comme j'ai des besoins qui sont non comblés, si je fume, si je bois, si j'ai du sexe par rapport à quelqu'un qui fume pas, qui boit pas ou qui n'a pas de sexe, je vais peut-être être jugé comme étant non évolué. Par contre, j'aurais réglé ou guéri d'autres besoins ou d'autres peurs. C'est infini, là. Je décide les priorités, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui me fait mal, là où j'en suis, quels besoins j'ai à combler personnellement pour pouvoir passer à autre chose. Et nous, actuellement, toi et moi, ce qu'on veut faire, c'est parler de sexualité parce que c'est un aspect qui nous touche particulièrement et profondément. Donc, si Exactement. j'ai encore du sexe, si tu as encore du sexe, peu importe la façon, qu'on soit en célibataire, en couple, qu'on se masturbe ou qu'on ait des relations sexuelles, on continue d'avancer pour pouvoir passer à autre chose. Et toi, Patrice, tu disais tout à l'heure donc que tu avais écrit un livre, et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, enfin, sur le livre ou ton état intérieur, parce que là, je donnais aussi mon témoignage à moi, mais qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à écrire ce livre, justement? Je vous le montre à l'écran. Est-ce que vous le voyez à l'envers ou à l'endroit? Alors moi, ouais, je le vois à l'endroit, c'est bien, les hommes ne veulent pas d'enfants. Ouais. Voilà. Écrit en 2000, je vais vous dire ça rapidement, 2010. J'ai pris 4 ans à l'écrire. Donc, ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, ça a été, ben, en fait, c'est suite à des ateliers avec Guy. Lors d'un atelier en 2008, 2006, quelque chose comme ça, en 2006, 2006, Guy nous avait demandé qu'est-ce que vous feriez si vous étiez millionnaire. Du jour au lendemain, vous pouvez faire ce que vous vouliez. Si vous êtes Moi, millionnaire, c'est ça? Si vous êtes millionnaire? ouais, Je n'avais pas entendu, ouais, d'accord. vous avez beaucoup d'argent, vous êtes millionnaire, vous faites quoi? Et moi, ce qui est sorti spontanément, c'est je vais écrire un livre. Et Guy a sauté sur l'occasion parce qu'apparemment, moi, je ne me suis pas vu, mais apparemment que mes yeux brillaient quand j'ai dit je voudrais écrire un livre. Elle a sauté sur l'occasion, puis elle m'a pris de court en disant ben, qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas besoin d'être millionnaire, tu en vibres et écris ce que tu vis. Et à ce moment-là, c'est à peu près à cette époque-là où j'avais commencé de parler de sexualité dans les ateliers, où il y avait très peu de possibilités d'en parler, parce que ce n'était pas un sujet qui était abordé Ah, réellement. La sexualité, on parlait, il n'était pas abordé parce que ça semblait pas être important pour personne, bien que ça l'était, mais c'était inconscient, l'importance. Et moi, j'ai écrit mon livre par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire lors de ma séparation avec la mère de mes enfants. Ça a été le choc de ma vie. J'ai perdu tout ce que je croyais, toutes mes croyances ont disparu. J'ai- j'ai- Mon mental est devenu vide, je me suis trouvé face au néant dans tout ce que je croyais à tous les niveaux.
Et j'ai paniqué pendant des semaines parce que j'avais l'impression d'être un zombie. Et puis tranquillement, toutes les notions de ce qu'on parle, de sexualité, d'amour, de couple, est remontées. Toutes mes expériences ont remonté de ma sexualité avant ma séparation. Je me demandais pourquoi je pleurais tant. Et tout ça est remonté avec des réponses que je n'ai pas cherché à formuler. C'est simplement des réponses ou des idées qui venaient sans que je formule quoi que ce soit. Donc, c'est suite à un choc qui m'a fait prendre conscience que ma séparation, c'était relié à la sexualité, que ma peine, mon désespoir, c'était tout lié avec ma relation, mes relations auparavant, tous mes mensonges, toutes mes hypocrisies. Et j'avais décidé de le mettre en livre parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes vivaient la même chose. C'est la motivation première, c'est d'exprimer ma, dé- ma, ma mésaventure, mon incompréhension, mais de le rendre compréhensif à tous les hommes qui vivaient à peu près la même chose. Est-ce Mhm. que Bah, c'est c'est clair? génial. Hein? Est-ce que c'est clair comme Oui, bien sûr, c'est très clair, c'est explication? très clair. Non, mais tu sais, des fois, je prends un peu de temps parce que ça, j'intègre aussi, tu vois. Mais oui, parce qu'en fait, tu as écrit ce livre, mais toi, tu as deux enfants, c'est ça? Oui, Et deux donc, enfants qui sont des adultes. à quel moment ou comment t'as pris conscience que tu voulais pas d'enfants, justement, mais que t'en as eu quand même? Ah, j'ai toujours su que je voulais pas d'enfants. Ah, Si tu veux, je peux te livrer un punch du livre maintenant. oui, oui, avec plaisir, ouais. Ben, voilà, j'ai pris conscience que je voulais des enfants, même si j'en voulais pas, pour la seule et unique raison que la personne avec qui j'étais à l'époque, c'était une personne qui était, c'est difficile, je ne sais pas comment le dire, qui émanait beaucoup. Et quand on sortait dans des endroits publics, tous les regards se tournaient vers elle. Et moi, ça me virait à l'envers. J'avais peur de perdre cette personne-là avec qui j'étais en relation. J'en tremblais. Et c'est à ce moment-là que je suis resté longtemps avec cette personne-là. Après quelques années, j'ai décidé que là, la seule façon de ne pas perdre cette personne-là, c'est de mettre un cadenas dans le couple. Je me suis posé la question, comment je peux me protéger pour ne pas la perdre? Comment je peux mettre un cadenas dans le couple? C'est faire des enfants. J'ai fait des enfants par peur de perdre ma relation, tout simplement. Et t'en étais complètement conscient que tu faisais ça pour ne pas perdre ta relation à l'époque ou pas? À l'époque, oui. Je savais pas que ça se... En fait, je savais pas que ça pouvait pas se faire. En fait, ça se faisait. J'étais conscient que que j'essayais de me protéger parce que j'avais peur de la perte. Et je me suis rendu compte avec le temps, après avoir tout en écrivant le livre, plutôt, que tous les hommes, comme les femmes, on a toutes des raisons pour faire des enfants et que le couple ne sait jamais réellement ce que l'autre, le conjoint, la conjointe pense ou veut nécessairement pour faire des enfants. Qu'est-ce qui la motive à avoir des enfants? C'est très rare que le couple s'entend, et c'est-à-dire que s'entend. C'est vraiment la vérité pourquoi on fait des enfants ensemble. La première notion qui va sortir, c'est ben, on fait des enfants par amour. OK? Alors là, vous allez me donner chacun l'un face à l'autre votre notion de ce qu'est l'amour. Et là, ça patine, ça ne fonctionne plus. C'est des conceptions qui se rejoignent même pas. Bref, dans le livre, j'explique en gros les multitudes de raisons qu'on fait des enfants, Voilà. que ce soit de la part des hommes ou des femmes. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que en fait, on revient toujours à la communication, hein. C'est-à-dire qu'on prend pas le temps de clarifier aussi pourquoi, pour quelles raisons on fait des enfants. En fait, les deux sont contents parce que chacun comble un besoin. Et toi, comme ton besoin à toi, je pense, était complètement différent de celui de ta compagne à l'époque, toi. Oui. Mais ce qui m'épate vraiment dans ce que tu dis, ce qui m'épate, ce qui est vraiment surprenant pour moi, c'est que tu avais déjà conscience de la raison, plus ou moins, hein, toi, que c'était, comme tu dis, une forme de protection qu'il fallait que tu fasses des enfants pour te protéger, pour garder cette personne, pour prendre, ou pour que toi, peut-être, tu puisses t'épanouir dans le couple, je sais pas. Ben, pour protéger ma relation, la peur, c'est comme si c'était une peur, j'appelle ça une peur latente, qui est toujours derrière, mais je suis conscient que je le fais par peur. J'ai cadenassé mon couple avec des enfants. Je me suis dit,
Il n'y a personne qui va toucher une femme qui est mère, qui a des enfants. Évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé par la suite, parce qu'on s'en fout qu'une femme ait des enfants ou pas, qu'elle soit en couple avec des enfants. S'il y a une relation, une séduction à se faire, ça va se faire. C'est pas des enfants qui empêchent un couple de se séparer. bien Alors sûr. moi, je croyais que c'était le cas. Et je me suis donné à fond là-dedans. Et là, t'imagines, si j'avais dit à ma conjointe de l'époque, chérie, j'ai un besoin à combler, j'ai extrêmement peur, je veux te faire des enfants parce que je veux pas que tu me quittes. Je suis pas certaine qu'elle aurait dit ah, ben parfait, je vais rester avec toi, il n'y a pas de souci. Ça me convient tout à fait, on va faire des enfants, puis je ne t'inquiéterai pas. Euh, avoir dit ça de façon vraie, de combler ce besoin-là, de guérir ma peur, je suis pas certain que ça aurait passé. C'est sûr. Et en même temps, tu sais, enfin, tu le sais comme moi, c'est quand on dit la vérité, il y a des miracles qui se produisent ou des choses étonnantes. Bon, mais maintenant, et je comprends tout à fait évidemment comment t'as dit ça, mais moi, je voudrais revenir sur le point alors moi, auquel je suis hyper sensible, c'est quand tu dis justement que tu as fait ça pour garder ta relation, hein. Oui, Ça veut dire que là, je sens un petit peu ce que moi j'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux femmes, quand même, là. Et quand tu dis qu'elle émanait beaucoup de choses quand vous sortiez, c'est-à-dire ce pouvoir un petit peu de l'autorité féminine par rapport aux hommes, quoi. Parce que toi, tu témoignes de ça, moi j'en ai témoigné aussi, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes, quand même, qui sentent cette domination. Alors, je dis pas que c'est la femme qui fait ça, c'est l'homme qui ressent ça. Euh, et, et puis la preuve en est, c'est que tous les hommes aujourd'hui font pour tout contrôler dans le système, hein. ah Ils veulent pas oui, que ce soit la femme qui contrôle et parce qu'ils ont peur. Pour moi, c'est clair, c'est pas pour autre chose. Et ça revient à la vidéo qu'avait fait Guy quand elle parlait du principe féminin et du principe masculin. Et je voudrais, enfin, en tout cas, vous dire moi ce que j'en pense aujourd'hui pour faire l'angle avec Personnocratia, c'est qu'effectivement, on a tous ces deux principes en nous, puisqu'on a tous l'âme, hein, et puis on a tous la matière qui est créée, la manifestation, mais que par contre, dans son rôle un petit peu masculin, et dans l'incarnation aussi qu'il a choisi ou qu'il s'est créé, eh bien, l'homme a choisi de tout donner, enfin, de tout faire dans la matière. Donc, c'est la matière qui a le plus d'importance. C'est l'apparence, le social aussi, comme tu disais tout à l'heure. Donc, forcément, pour lui, bah, c'est la chose qu'il veut absolument pas perdre. Alors que la femme, même avec les enfants, où je disais, c'est un amour qui est déjà un peu plus haut ou en vibration. Donc, elle est beaucoup plus connectée à ce truc intérieur, à l'intuition et tout ça. Et ben, je pense que cette vibration, cette connexion intérieure qui est peut-être plus forte, moi, en tout cas, c'est peut-être ce que j'ai pu sentir par le passé de me dire, pourquoi je me sens en fait en dessous? Parce que je sens qu'elle est connectée à quelque chose où moi, je suis pas forcément connecté, toi. oui, Et mais peut-être à l'époque pensant que j'en étais pas capable, alors que je sais très bien que ça n'a rien à voir avec les hommes, avec les femmes, toi. oui, absolument d'accord. Et toi, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont quand même plus ou moins consciemment sous cette enfin, domination, en tout cas ce manque d'estime, ou je sais pas, ce manque de confiance. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a un manque de confiance, évidemment, sauf que une personne n'émanera jamais de la même façon pour tout le monde. Donc, une personne qui a beaucoup de prestance, pour un groupe, ne le sera pas pour un autre groupe. C'est toujours ma projection de ce que je vois ou de ce que j'espère d'une personne. Quand il y a un frisson mental qui part parce qu'une personne me fait vibrer, c'est parce qu'il y a un fantasme, il y a une décision de faire jouer une scène théâtrale avec la personne qui semble m'émouvoir. C'est pas, ça n'arrive pas nécessairement juste de l'extérieur. Il y a une construction qui s'est faite pour que je puisse résonner dans un type de vibration, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Il n'y a pas que la femme qui émane et tous les hommes sont à ses pieds. Évidemment, il n'y a pas d'unanimité dans l'histoire de l'humanité. En tant qu'être humain, ça n'existe pas l'unanimité. Les fréquences vibratoires sont de l'infini petit à l'infiniment grand. Donc, il n'y aura jamais d'unanimité. Donc, la prestance d'une personne, c'est pareil. J'ai construit un schéma et il y a certaines personnes qui me font vibrer plus que d'autres. T'as raison, Mais mais tu vois, jamais pour tout le monde. parle de mon schéma justement personnel et pour moi, parce que c'est pas que l'histoire du fantasme, pour moi, ma mère, ça représentait la personne qui était capable de prendre des décisions. Tu étais dans le couple chez mes parents, toi. C'était celle Oui, qui menait la maison. C'est quand même souvent un petit peu le cas, quoi. Toi, il me semble, elles sont généralisées. Et en tout cas, dans mon cas, c'était ça. Et donc, du coup, ça c'est resté en moi. C'est-à-dire que si on a chacun un avis, que l'autre, peut-être, c'est bien de suivre son avis, tu vois.
Alors, Absolument. des fois, je le suivais pas par rébellion, puis si je me rendais compte qu'en plus j'avais eu tort, alors ça me renforçait encore plus à suivre son avis. Mais en même temps, enfin, encore une fois, tu as raison, on peut pas généraliser. Pour moi, ça a développé une sorte de manque d'estime de moi, et puis de se reposer sur la décision de la femme. Tu vois, souvent. Oui, c'est comme tu le soulignes, la femme a eu le rôle de rester à la maison, donc principalement d'être près des enfants pendant des années, alors que le mâle, le masculin, l'homme est à l'extérieur pour faire vivre la famille, surtout à une certaine époque, aujourd'hui peut-être moins. Donc l'imposition, ou plutôt pas l'imposition, l'influence de la femme chez l'enfant n'est pas comparable avec l'influence de l'homme chez les enfants, parce que l'homme est souvent à l'extérieur pendant des heures, des jours, des mois, peu importe. Ici au Québec, notamment, un homme dans les années 20, 30, 40, 50 partait tout l'hiver dans le bois pour faire son bois pour boucher, alors que la femme passait l'hiver complète avec ses enfants. C'est sûr qu'il y a un ascendant qui s'est créé, beaucoup plus fort entre la femme et les enfants qu'avec un homme et les enfants. Et bien sûr, tout ça c'est culturel aussi. En tout Très, cas, oui. c'est la culture consacrée aussi pour se rendre compte, bah, finalement, qu'il y a plus de séparation parce que c'est là qu'on va. Hein, c'est que Ouais. tout ça, c'est encore des résidus, j'ai envie de dire, du côté animal, mais pas dans le sens où c'est mal, hein, dans le sens où, ben, moi, je pense que je suis là pour aller vers autre chose et sortir de cette animalité, pour réaliser vraiment qui je suis. Pour moi, le qui je suis, ben, c'est ça, c'est la fin de la séparation. Il y a plus de, oui, il y a plus d'extérieur en fait, c'est ça. Il y a plus d'extérieur, Ouais. c'est à l'intérieur. Et pour revenir rapidement sur l'ascendant de la femme, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, un père ou une mère, le rôle de père ou de mère vis-à-vis de l'enfant aura toujours le choix soit d'accepter complètement l'ascendant du parent ou de le rejeter. C'est assez rare qu'on est neutre d'un côté ou de l'autre. Donc, qu'on soit simplement en monoparentalité avec le père ou la mère, c'est l'enfant au final qui va choisir s'il accepte ou pas l'influence du parent. Ça, c'est sûr que l'ascendant d'un des deux parents aura toujours une influence jusqu'au jour où on va dire, là, c'est assez, je me reprends en main, puis ce qui était dans le passé, ce qui m'a influencé, ça ne me concerne plus. Ma création du passé, elle n'est plus là. Je pense à la suivante, qui est d'accepter ce que j'ai créé puis de me responsabiliser à nouveau. Donc, l'ascendant d'un parent, oui, un certain temps, puis à un moment donné, c'est assez, là. C'est plus ça. Le passé est passé, je reste au présent et je m'occupe de moi. Je pense à ma conscience, je pense à la diversité en moi. Ah oui, et moi je sais qu'il y a des personnes, peut-être j'en ai fait partie il y a longtemps, qui même à 50, 60, 70 ans, quand on leur demande ce qui les fait souffrir, ben, c'est les relations encore avec leurs parents ou ce qu'ils n'ont pas pu leur dire ou que leurs parents sont pas fiers d'eux. Enfin, toi, Oui, c'est quand même très lourd. Bon, même si on déborde un petit peu, mais pour moi, c'est lié tout ça parce que vraiment, c'est la relation de famille, hein, c'est pas neutre. On en parlera peut-être plus en détail dans une autre émission. ouais, on déborde un petit peu. En même temps, peut-être que ça fait des suggestions aux gens éventuellement qui Oui, poseront des questions, qui voudront participer. exactement. Je le souhaite. Bah, merci Patrice déjà pour cet échange jusqu'à maintenant. Alors là, comme on va vers la fin, en général vers la fin dans mes émissions, bon, je crois que t'as pas vu beaucoup de mes vidéos, donc tu sais peut-être pas. Alors, ça sera peut-être un peu la surprise pour toi, mais je propose, tu sais, qu'on prenne juste quelques minutes, bah, peut-être comme ça rapidement de se centrer, mais surtout pour se partager. Bah voilà, après avoir fait 1 heure ou 1 heure et demie d'interview, là où j'en suis, comment je me sens, qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Oui, Alors, toi, on peut même fermer les yeux quelques secondes, puis après, je couperai si c'est trop long, toi, mais juste pour regarder où on en est, si t'es OK. Puis après, chacun ouais. témoigne. Oui, ça me convient, David. Merci. On ferme les yeux quelques secondes juste pour se recentrer, hein.
Et alors, je couperai ce que je vais dire là, mais tu as bien compris, Patrice, à l'idée pendant quelques minutes, si je parle juste de moi, de mon ressenti, hein, comme un cœur à cœur. Hein. Oui. T'as envie de commencer ou je commence? Moi, je peux commencer. J'ai deux trucs qui me viennent spontanément, que je ressens. C'est d'être réjoui, d'exprimer ce côté-là après tant d'années où j'en parle très peu parce que les occasions ne se présentent pas, où les gens que je croise ne sont peut-être pas ouverts à ça quand j'en parle. C'est d'être réjoui de pouvoir en partager sur vidéo avec toi dans des interviews comme ça, que tu me partages tes expériences, que je partage les miennes. Ça me fait vibrer incroyable. Je te remercie beaucoup pour ça. Et l'autre aspect, c'est la nervosité, la peur de me remettre à nouveau sur la scène, ce que j'ai pas fait pendant des années, de parler. Je crains un peu des réactions. Je renouvelle avec ce que j'ai dit il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années dans le livre, dans les articles que j'ai écrits pendant des années, qui ont été publiés sur des sites web. Ça m'ébranle un peu. Je suis un peu nerveux à ce sujet-là, de me remettre à nouveau nu de ce que je vis, de ce que je pense, de ce que je partage avec toi. C'est les deux aspects qui me touchent actuellement, dans lesquels je me sens. Je suis réjoui, mais en même temps, je suis un petit peu nerveux, mais très, très honoré de faire partie de tes interviews, de tes échanges. Super. Ouais, ouais, ça me touche ce que tu dis parce que ça me résonne aussi, mais par rapport à ce que moi je ressens là maintenant de ce qui est vivant. Bah, pendant que j'ai partagé différentes expériences pendant l'interview, j'ai senti des modifications au niveau énergétique. À un moment, je sentais de la chaleur dans ma tête. Toi, je sentais qu'au niveau de mes chakras et aussi de mon corps énergétique, il se passe plein de choses. Parce que c'est un sujet ben, qui est pas complètement neutre. Hein. Et pour moi, comme on disait tout à l'heure, ça l'est pas pour beaucoup de monde. Mais là, je parle que de moi. Je sens il y a encore des domaines où c'est pas neutre. Je sens quand même que, et ça me réjouit de voir que j'ai beaucoup avancé, que je peux en parler quand même avec une certaine sérénité, et que finalement j'ai même pas trop honte de comment j'étais ou ce que j'ai pu faire avant, et que pour moi le principal c'est de pouvoir le partager, que ça puisse être utile à d'autres personnes. Euh, donc j'accueille ce que je ressens encore par rapport à ça. Je sens que c'est important de passer des étapes, que je vais y aller progressivement, tranquillement, qu'on aura d'autres occasions pour parler d'autres choses et que c'est bien que ça se fasse au rythme où ça va se faire. Déjà, tu le sais, hein, ces vidéos ont pris pas mal de mois avant de démarrer. On a chacun eu des raisons de notre côté, mais ça a pris du temps et je pense que c'était vraiment nécessaire pour pouvoir se poser. Et puis moi aussi, ben, toi, c'est aussi mon autre truc, c'est par rapport à toi. Et si tu regardes de mes vidéos en général, je suis pas spécialement quelqu'un qui fait des compliments, tu sais, ou à la fin qui dit ah ouais, c'était génial ou tout ça. Non. Mais vraiment, j'ai senti une bienveillance avec toi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et quelque chose certainement dont j'ai besoin aussi. Euh, D'ailleurs, c'est marrant. Au moment où je dis ça, ça m'amène le côté maternel, toi. C'est fou. Au moment où je dis bienveillance, le côté maternel qui arrive, tu sais, cette douceur un peu tu vois. Eh bien, je suis content de pouvoir l'expérimenter aussi aujourd'hui autrement, tu vois, sans passer par ma mère ou par une, euh, une figure féminine, de le ressentir simplement dans nos échanges, et que c'est un domaine dont on peut parler finalement comme de n'importe quel autre sujet. Et, et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Ah, bravo, merci. Merci Patrice pour ce moment passé ensemble encore et voilà, j'espère que ça vous donnera envie ou de partager ou de poser des questions, en tout cas que ça sera utile. Je le fais sans attendre de résultat parce que je sais qu'il faut que je le fasse et puis ben rien que de s'être rencontré Patrice pour ça, je pense que c'est déjà un super cadeau et j'ai aucun doute que ça va faire des émules. Le cadeau est pour moi également. Patrice, merci encore et puis à très bientôt. Merci, David. À très bientôt.